Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité. Bienvenue sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors nous sommes à Rome le 20 février 1892, près d'un siècle après la mort de Louis XVI, le pape Léon XIII publie une encyclique dans laquelle il exhorte les catholiques français à rallier la République. Après des décennies de lutte contre les idées nouvelles, la papauté décide de reconnaître les institutions nées au lendemain de la défaite de Napoléon, la défaite de 1870. Événement à la fois politique et religieux considérable, le fameux ralliement avec un R majuscule va créer bien des remous dans l'Église de France, autant dans la hiérarchie que chez les fidèles. Alors, quel est tout d'abord le contexte dans lequel s'inscrit cet événement? Pourquoi le pape Léon XIII, élu en 1878, décide de se réconcilier avec la République? Que dit aussi le fameux texte de l'encyclique intitulé « Au milieu des sollicitudes », comment ce texte est-il reçu par les fidèles, par la hiérarchie épiscopale? Que nous dit enfin le ralliement de la recomposition du catholicisme français? C'est ce que nous allons voir au cours de cette émission avec deux invités, Yvan Tranvouez et Martin Dumont. Yvan Tranvouez, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la deuxième fois que vous venez sur notre plateau. Vous étiez venu il y a peut-être 1 ou 2 ans à peu près, oui. de cela. Nous avions évoqué la période précédant le Concile Vatican II avec Yves Chiron, avec l'historien Yves Chiron. Votre actualité littéraire est la suivante. Vous venez de publier Plus vite, plus haut, plus fort, le Père Didon, inspirateur des Jeux Olympiques. Alors malheureusement, on n'a pas parlé du Père Didon lors de la cérémonie des JO, cela ne m'étonne pas trop, mais il faut lire ce livre parce que c'est un personnage qui était un ami donc, de Pierre de Coubertin et qui a joué un rôle, bien évidemment, dans la création des Jeux Olympiques, et c'est un ouvrage paru aux éditions du Cerf. Nous avions aussi, je tiens à mentionner ce livre aussi, La puissance et l'effacement, destin du catholicisme breton, fin 19e, début 21e siècle, un bouquin paru aux presses universitaires de Rennes, que j'avais déjà présenté au cours de notre émission avec Yves Chiron. Et j'ai oublié de dire que vous êtes professeur émérite à l'université de Brest. Martin Dumont, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes vous êtes historien, bien évidemment, spécialiste du catholicisme contemporain, secrétaire général à l'Institut de recherche pour l'étude des religions. C'est un institut de recherche qui est intégré à Sorbonne Université. Alors, vos ouvrages sont les suivants. La France dans la pensée des papes. Il s'agit d'un ouvrage paru aussi aux éditions du Cerf il y a déjà plusieurs années, mais qui est une petite référence sur le sujet. Et l'ouvrage qui m'a amené au fond à faire cette émission, une émission que je souhaitais faire depuis plusieurs années, Le Saint-Siège et l'organisation politique des catholiques français au lendemain du ralliement. Il s'agit ni plus ni moins que de votre thèse de doctorat parue chez Honoré Champion, tout savoir sur le ralliement à travers cet ouvrage. Alors, messieurs, je souhaiterais, avant d'aborder l'année 1892, donc la fameuse année de la publication de l'encyclique Au milieu des sollicitudes, peut-être, il me semble important de rappeler le contexte, parce que depuis 1870, la République est proclamée, donc je le disais en introduction, Napoléon III a été défait à Sedan. Quelle était la situation des catholiques dans les années 1870 ? Moi je dirais qu'on est dans une atmosphère de revanche et d'espoir en même temps pour les catholiques français après 1870, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de revanche contre
les régimes précédents qui ne vous ont pas forcément satisfait. Le Second Empire avait une politique vis-à-vis du pape qui avait un des plus hauts catholiques. Alors il y a eu la peur sociale également créée par la Commune de Paris, et donc les catholiques se trouvent dans un climat de conservatisme, d'un besoin d'ordre, et d'ailleurs on va appeler les premières années de la Troisième République des années de l'ordre moral, et on a là tout un mouvement, alors très important parce que, comment dire, les catholiques sont persuadés, pour un certain nombre d'entre eux, que la monarchie pourrait être restaurée. Certes, la République a été proclamée en septembre 1870, mais l'Assemblée nationale, qui a été élue en 1971, doit faire une constitution. Et l'espoir d'un certain nombre de catholiques, c'est qu'on puisse restaurer la monarchie, ce qui ne se fera pas, puisque finalement, en 1875, la République sera bel et bien donc entérinée. Il y a plus de catholiques conservateurs, Martin Dumont, que de catholiques républicains à l'époque. Quelle est la situation, au fond, du grand débat entre, d'un côté, on va dire, des catholiques libéraux qui naissent au XIXe siècle, qui apparaissent au XIXe siècle, et une forme d'intransigeantisme, si je puis dire, catholique? Il faut bien voir qu'effectivement, les années immédiatement postérieures à 1870, on est dans un climat quand même très particulier. Louis Veuillot, donc le directeur du journal L'Univers, qui a eu un très grand rôle, un rôle moral, mais vraiment qui a une place incomparable au sein du catholicisme français, très proche de Pie IX, au moment de Vatican I, militant pour la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale. Louis Veuillot, quand la République est proclamée, dit finalement, en fait, Napoléon III a été défait. La République, pour le moment, si les républicains agissent, sont suffisamment habiles, eh bien, finalement, les catholiques peuvent approuver, en tout cas, non pas d'hostilité à la République. Et c'est vrai que les premières années de la République sont plutôt, je pense à 1873, les grands pèlerinages à Paray-le-Monial, on est dans une République conservatrice. C'est très clair, et les catholiques sont engagés dans la République. On a MacMahon qui va être président du Conseil, voilà. Mais il y a vraiment cet engagement des catholiques de la société. Pour ce qui est des catholiques libéraux et des catholiques intransigeants, le débat je pense pas, ne se pose pas de manière aussi nette à cette époque. Aussi nette. On peut avoir un engagement de catholiques libéraux favorable, on va dire, au pouvoir temporel. La place qui est faite au pape à Rome unit, c'est la figure du pape qui est le lien, le trait d'union entre les différents milieux. La question politique est plus... Voilà. C'est les années où on chante « Sauver Rome et la France au nom du Sacré-Cœur ». Voilà, la grande époque de la dévotion au Sacré-Cœur, donc des grands pèlerinages à Paray-le-Monial. Donc là, effectivement... il y a vraiment l'espoir que le régime sera le régime que les catholiques attendent et qui sera aussi quelque part une revanche sur la Révolution française elle-même, finalement. Oui. Mais alors justement, parce est-ce qu'on doit aussi prendre en compte dans la future encyclique le fait qu'il y ait une tentative de restauration et que cette tentative ait échoué? Oui, certainement. Enfin, je crois que Léon XIII aura très vite ce sentiment que l'idée d'une restauration monarchique est une hypothèque, en quelque sorte, qui embarrasse tout ce que l'on pourrait faire politiquement pour défendre les intérêts de l'Église. Tant qu'on compte sur la restauration de la monarchie, au fond, on s'interdit de pouvoir négocier ou peser de manière effective dans un régime dont il apparaîtra vite qu'il va se stabiliser. Alors, à partir de... Alors, je passe sur la crise, même pour nos auditeurs, nos téléspectateurs. Voilà, il y a une crise en 1877, 1878, 1879. De nouvelles élections ont lieu en 1879 et on passe d'une chambre qui est à droite, qui est monarchiste, à une chambre qui est, pour le coup, complètement républicaine. Comment réagissent les catholiques à cette situation? Est-ce que la presse catholique va mener une campagne contre la République à ce moment? Il faut voir que la République qui s'installe, qui devient réellement républicaine en 1879, va mener une politique anticléricale sur plusieurs fronts.
Immédiatement ? Il va y avoir immédiatement une lutte contre les congrégations. C'est que les congrégations ne sont pas autorisées, enfin certaines, mais pas beaucoup, mais les grandes congrégations célèbres sont seulement tolérées. Et dès 1880, dès mars 80, il y a donc des décrets d'expulsion des congrégations non autorisées. Ça touche les jésuites au premier chef et d'autres ensuite. Il y a une politique scolaire qu'on connaît bien, celle de Jules Ferry, qui va non pas supprimer la liberté de l'enseignement, mais introduire l'école publique obligatoire et laïque. Donc, il y aura la laïcisation de l'école primaire qui va jouer un rôle important, puisque comme cette école sera aussi gratuite, si vous voulez, ça fait une concurrence. Il y aura la laïcisation des personnels de l'école publique, qui sera aussi prise en 1886. Il y a encore le rétablissement du divorce. Vous voyez, toute une série de mesures qui peuvent irriter les catholiques. Et donc, on peut dire qu'entre 1880 et 1886, tous les motifs de contentieux se multiplient. Oui. Ce qui est intéressant, en fait, pour la même période, même s'il est possible qu'on en reparle, mais on a déjà des négociations. Ce qui est très important, c'est la période 1880, en fait. Les deux décrets, les décrets qui touchent d'abord les jésuites, et puis il y a normalement d'autres décrets qui doivent être appliqués. Et il y a, à ce moment-là, déjà des négociations entre Rome et, non pas le gouvernement français, mais un ministre qui va entreprendre des négociations avec Rome pour faire que les congrégations, certaines congrégations, les jésuites, on est dans l'ensemble, on est plutôt d'accord pour dire c'est les affreux, ils passent à la casserole. Voilà. Pour d'autres, et je pense par exemple aux dominicains, c'est plus compliqué. Les décrets de mars, en fait, vont être appliqués plus tardivement. On a des négociations pendant 5 mois entre un ministre qui s'appelle Freycinet et puis Rome. Et on va retrouver des personnalités plus tard, mais il y a notamment le futur cardinal Lavigerie qui est dans les négociateurs. On négocie normalement une déclaration on va dire, en quelque sorte, un pacte de non-agression de la part des congrégations envers la République. C'est-à-dire que les congrégations s'engagent à se limiter dans leurs activités qui sont les leurs, des activités spirituelles, et en même temps, elles déclarent qu'elles reconnaissent le gouvernement tel qu'il existe en France. Et la hiérarchie épiscopale fait partie de ces négociations? Alors non, aussi c'est des négociations qui se font, c'est justement là où c'est très intéressant de voir comment ça se passe. C'est Yves Marchasson qui a publié, c'était un livre publié chez Beauchesne il y a à peu près, je pense, 40 ans, mais le volume est encore extrêmement précieux parce qu'il y a énormément d'archives qui sont citées. Et ce sont des négociations qui ont lieu au niveau diplomatique. On a des archives au ministère des Affaires étrangères, donc à la Courneuve. On a un certain nombre de documents sur les négociations qui auront lieu. Freycinet pousse en fait à que cet accord soit signé. Le ministre Freycinet. Le ministre Freycinet, voilà, pousse à ce que cet accord soit signé. On lui dit à Rome, l'ambassadeur de France près le Saint-Siège lui dit écoutez, je négocie avec le pape, avec son secrétaire d'État, et puis les choses traînent en longueur, ça traîne, et puis au moment de l'été arrive, et là il y a une fuite. On ne sait pas exactement d'où ça vient, si ce sont les monarchistes qui ont appris qu'il y avait ces négociations, ou des républicains plus républicains, davantage républicains que Freycinet, et là les négociations sont révélées dans la presse. Et c'est un échec étant donné que... C'est un échec à la fois pour ceux qui voulaient négocier. Voilà, c'est un échec des deux côtés. Ouais. C'est un échec des deux côtés. Et Freycinet est obligé de démissionner, le ministre Freycinet est obligé de démissionner parce qu'au niveau du gouvernement, on se rend compte qu'en fait il a négocié dans le dos d'une partie de ses collègues et en fait dans la presse c'est un tollé. Notamment la presse conservatrice, monarchiste, qui dit mais on est en train de nous lâcher. Et ce qu'il faut bien apercevoir, c'est qu'il reste encore un prétendant, un héritier de la monarchie légitime, qui est le comte de Chambord, qui a eu la restauration manquée en 1873, voilà. Mais en fait, il meurt en 1883. Il meurt en 1883 et donc les monarchistes se disent mais en fait on est en train de nous lâcher en race campagne. Donc évidemment il y a une grande campagne dans la presse
et des républicains et des monarchistes. Et en fait, au niveau anecdotique, par exemple, c'est le père Didon, que j'ai étudié de près, en 1880, il est en Corse. Il a été exilé au couvent de Corbara parce que, bon, il avait eu des propos un peu exagérés. Quand les décrets sont pris, lui se dit « Ah, c'est une chance, on va être expulsé, donc je vais devoir quitter le couvent où j'étais mis en exil, je vais revenir à Paris en toute liberté. » Donc vous voyez, il espère finalement un effet bénéfique pour lui. Et finalement, le couvent de Corbara est le seul couvent dominicain où il n'y a pas d'expulsion. Pourquoi ? Parce que c'est un couvent qui prépare les religieux aux missions. Et ça, c'est un point important pour tout ce qu'on va voir sur le ralliement, c'est que le domaine des missions est le domaine sur lequel la République et l'Église s'accordent, parce que les missionnaires, finalement, sont utiles à la colonisation. L'anticléricalisme n'existe pas pour... Pas en pays de mission. Pas en pays de mission. Pas en pays de mission. Ce n'est pas un produit d'exportation. Ce n'est pas un produit... Je cherchais la fameuse phrase de je ne sais plus qui. C'est Gambetta. C'est Gambetta, voilà. Gambetta qui disait aussi donc le cléricalisme, voilà l'ennemi. Alors c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'on voit qu'il y a un fossé donc entre d'une part la presse conservatrice et Rome. Est-ce que ce fossé existe aussi chez les catholiques, chez les fidèles? Est-ce qu'il y a des remontées? Est-ce qu'on sait si les archives disent, voilà, les évêques disent, voilà, il y a véritablement une incompréhension de la part des catholiques de la politique romaine à l'égard donc à l'égard du pape? Je ne crois pas qu'on ait, enfin, on puisse dire avec beaucoup de certitude ce qu'est l'attitude des catholiques. Elle se voit, si je peux dire, dans les élections. Et ce qui va se passer entre 1880 et 1906, là, on aura quand même des signes importants d'évolution des comportements des fidèles. Mais je crois qu'au début du régime, un certain nombre de fidèles suivent en quelque sorte les leaders catholiques dans cette hostilité. Mais ensuite, peu à peu, la République va avoir cette chance de réussir économiquement. Et je pense que c'est par ce biais-là qu'un certain nombre de catholiques vont finalement pratiquement se rallier au régime sans avoir besoin d'une incitation par une parole épiscopale ou pontificale, évidemment, encore plus. Ouais. Alors, sans anticiper la future séparation, en 1905, est-ce que justement les catholiques pensent, au fond, à séparer leur engagement dans la cité et leur engagement spirituel? C'est trop tôt pour le dire? Ça dépend un peu de qui on parle, non? Oui, enfin, les catholiques, c'est une expression qu'on emploie par commodité de langage, mais c'est un monde extrêmement varié, divers, divisé. Et là, il faudrait presque faire de la géographie, c'est-à-dire il y a effectivement des régions comme le Grand Ouest, où en gros les fidèles votent comme leurs élites, j'allais dire naturelles, enfin comme les nobles du coin. Et puis il y a d'autres endroits où dans le sud, par exemple, le sud-ouest notamment, où on voit une sorte de catholicisme bleu, c'est-à-dire des gens qui votent selon leur conscience et en se fichant pas mal des instructions qui peuvent leur venir de la part de la hiérarchie. Donc c'est assez divers. Alors il existe comme une concordance des événements, une concordance des temps, puisqu'à Rome, le cardinal Pecci est élu sous le nom de Léon XIII en 1878. Il succède au pape Pie IX, qui est le pape de la condamnation de la modernité, le pape du fameux syllabus. Il faudrait qu'on fasse une émission sur le syllabus. Qui est Léon XIII et quelles sont ses idées? Est-ce qu'en montant sur le trône de pierre, il sait déjà qu'il sera aussi le pape du ralliement? Enfin, moi, je serais tenté de dire, Léon XIII n'est pas l'anti-Pie IX. Alors, il le paraît à certains égards, mais il l'est en ceci seulement qu'il va remplacer une stratégie de résistance par une stratégie de mouvement. Il y a une même hostilité à la modernité dans ce qu'elle a de débridé, dans son absence de référence à la religion. Mais là où Pie IX disait résistons, intransigeance donc, Léon XIII va dire mise en place d'un mouvement catholique qui va faire en quelque sorte de l'entrisme, qui va essayer de pénétrer la société pour la faire changer. Vous voyez, c'est un changement de stratégie plus qu'un changement de principe. Absolument. Et en fait, la première encyclique de Pie IX, de Léon XIII, justement, en fait, le syllabus d'abord à ses origines, déjà, en fait, le futur pape Léon XIII
avait déjà, c'était en 1849, avait déjà émis cette idée qu'il fallait qu'il y ait ce catalogue, cette condamnation des erreurs modernes. Donc c'est déjà dire qui est Pecci. C'est pas du tout un libéral. Il est intransigeant sur les principes. Et dans les premiers mois, en fait, il est issu d'une famille noble. Il est issu, oui, absolument, oui. C'est un diplomate. Oui, et un élément qui est aussi assez intéressant, c'est que il avait 4 ans lors du retour du pape Pie VII dans ses territoires pontificaux. Et il en reste marqué par cette expérience. Voilà, il a été nonce en Belgique, donc il a aussi pu voir comment ça fonctionnait les relations avec les États. Mais ce qui est important sur ses idées, il a été pendant 32 ans évêque à Pérouse. Il a développé donc en fait qu'on pourrait appeler une théologie politique, en tout cas l'appui sur le thomisme, qui va être vraiment 1879. C'est donc saint Thomas considéré comme étant le théologien de l'Église catholique. Mais ce qu'il faut surtout bien voir, c'est que tous ceux qui le rencontrent dans les premiers mois de son pontificat disent ceux qui voudraient voir chez lui un changement de doctrine ou quelque chose de différent par rapport à Pie IX se tromperaient complètement. Et déjà, il y avait eu cette Mais par contre, il y a moins de dévotion langoureuse, si je peux dire, et plus une volonté d'avoir aussi un pontificat intellectuel. La restauration du thomisme, vous voyez, c'est l'idée de mener une action efficace dans tous les domaines, y compris dans le domaine intellectuel. Et c'est sur le domaine intellectuel, c'est effectivement là la différence peut-être avec Pie IX. Alors c'est sûr que les encycliques sont longues à lire, mais il y a des vrais développements, il y a un vrai corpus doctrinal, des textes qui sont extrêmement pensés, un héritage de son long épiscopat, 32 ans. Il y a énormément en fait de textes de lui qui ont mûri pendant son épiscopat à Pérouse. La question des relations Église-État, déjà, se trouve en germe dans son épiscopat. Ce qui, par contre, est important, c'est l'idée de conciliation avec les États, l'idée de diplomatie, qui est déjà présente dès son élection. Voilà. Oui. La conciliation n'est pas forcément le bon terme. Oui, et alors je crois qu'il y a un pragmatisme extrêmement fort chez ce pape. On est dans la transaction, dans la conciliation, dans la négociation, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas reddition au monde moderne. Oui. On reste intransigeant sur les principes, mais on applique encore une fois une stratégie qu'on a appelée intégraliste. Alors, en 1889, le pape demande à un cardinal, le cardinal Ferrata, d'étudier la question française. Un rapport secret est rédigé. Que sait-on de ce rapport? Est-ce que ce texte est considéré comme étant à l'origine du ralliement à la République française? Alors, je vais répondre en disant oui et non. Voilà. C'est-à-dire que, alors d'abord en fait, il n'était pas encore cardinal, c'est intéressant, Ferrata était seulement encore monseigneur, il va être nommé nonce à Paris, mais si on lui demande, si Léon XIII lui demande ce rapport, c'est parce qu'il a travaillé à l'annonciature de Paris au moment de l'annonciature de Xaki. Voilà. Donc aux alentours, dans les années 1880, 79-80, Ferrata a travaillé à Paris, donc il connaît le personnel politique et il connaît aussi les tensions qui traversent le monde des catholiques. Le rapport en question est un élément important, il n'est pas fondamental dans la décision de Léon XIII d'écrire cette encyclique. Il explique simplement quelque chose que les évêques français peuvent déjà signaler, que le nonce à Paris peut aussi signaler, c'est que la défense de la monarchie, l'engagement des monarchistes est un danger, en fait, pour la religion en France. Et ce qu'il souligne notamment, c'est que les monarchistes sont incapables de restaurer la monarchie. 1889, on est à une période vraiment charnière. Le rapport est demandé à un moment charnière, on vient de sortir de la crise boulangiste, mais ce que signale Ferrata, c'est vraiment cette idée que l'engagement monarchiste, en fait, l'embrigadement de la religion, en quelque sorte, le lien beaucoup trop fort entre politique et religion.
Et donc l'idée que, en fait, en quelque sorte, défendre la religion, ce serait forcément être monarchiste. Et ce que souligne Ferrata, c'est de dire, en fait, on peut éventuellement, en tout cas en France, il peut y avoir on peut être éventuellement républicain, mais en tout cas, il n'est pas bon que la religion soit considérée comme soutenant forcément, nécessairement, la cause monarchiste. Voilà. Et si je disais, pour Ferrata, qu'il n'était pas encore cardinal, en fait, c'est peut-être sans doute un titre anecdotique, mais qui n'est pas finalement si anecdotique que ça. Il va être nommé en 1891 nonce à Paris, justement pour appliquer les souhaits de pré-ralliement, puis de ralliement de Léon XIII. Et en fait, il est fait cardinal en 1896, et en tant que nonce à Paris, il y a un privilège dont ont hérité les présidents de la République, et le président Félix Faure, de pieuse mémoire, lui remet la barrette cardinalis en 1896, avant qu'il parte à Rome. Donc c'est le dernier des nonces à recevoir la barrette cardinalis des mains du président de la République avant la séparation de l'Église et de l'État. Enfin, moi je crois, alors si je prends le problème non pas par le haut, comme Martin le connaît très bien, mais par le bas, à travers, encore une fois, Albert Didon et d'autres, ce qui me frappe beaucoup, moi, c'est qu'au fond, ce qui apparaît aux gens, c'est à partir du toast du cardinal Lavigerie. Là, effectivement, on va dire... ma question, mais je vous en prie. Voilà. Donc, en réalité, 1889, il y a des choses qui sont dans les coulisses. Novembre 1890, il y a le fameux toast du cardinal Lavigerie. Quel est cet événement? Parce que nos téléspectateurs ne connaissent pas forcément. Ce toast, c'est quoi? Bien, la marine française navigue en Méditerranée. Il y a une escale donc à Alger, dont le cardinal archevêque et le cardinal Lavigerie, donc un évêque missionnaire. C'est important pour ce qu'on a dit tout à l'heure sur Mission et République. Et donc là, le cardinal reçoit l'état-major de l'escadre et il prononce donc un toast qui, en gros, dit eh bien, il faut accepter le régime républicain et s'inscrire en quelque sorte à l'intérieur de ce régime pour l'action politique des catholiques. Alors c'est un toast qui est, dit-on, accueilli avec stupeur et consternation par la plupart des officiers de marine qui sont là et dont beaucoup sont des monarchistes purs et durs. Et ce toast donc, va ouvrir une période extraordinairement volatile et compliquée, puisque entre novembre 90 et février 92, on va se demander si réellement le pape veut le ralliement ou veut pas le ralliement à la République. On attendra la confirmation pontificale. Mais ce toast en lui-même est une pièce extrêmement importante, mais que Martin connaît beaucoup mieux que moi. Est-ce que Lavigerie agit... Est-ce que c'est une initiative personnelle, au fond, ou est-ce qu'il agit en lien, en manœuvre, si je puis dire, coordonnée avec le Vatican ? Alors là, c'est toute l'histoire en fait du toast d'Alger. C'est très intéressant. Non, mais l'histoire en elle-même est extrêmement intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, Lavigerie a failli ne jamais prononcer ce toast. Lavigerie, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un ancien monarchiste. Donc il n'a pas été choisi non plus par hasard. Mais, vous demandiez tout à l'heure, le rapport de Ferrata, est-ce que c'est un élément déterminant ou non? Ça conforte Léon XIII dans sa position, enfin dans ce choix de demander le rapprochement, mais il va y avoir des réunions à Rome et des réunions aussi de cardinaux français en France, et chacun en fait se renvoie la balle en disant qui va lancer le mouvement. Ça pourrait bien que ce soit le Saint-Siège. Le pape a dit non, il ne faut pas. Je ne peux pas trop m'engager. D'autres cardinaux, on imagine le cardinal Place qui en tout cas, a failli prononcer le toast. Et le cardinal dit non, moi non. Lavigerie dit moi je suis engagé dans la campagne anti-esclavagiste, donc écoutez, si vous pouvez trouver quelqu'un d'autre. Voilà. Et finalement, en octobre 1890, Lavigerie rencontre le pape et... Alors, la question, est-ce qu'il lui a demandé, est-ce que c'est extrêmement discuté, débattu, qui a pris vraiment l'initiative? En tout cas, il y a eu des discussions entre les deux hommes, entre Léon XIII et Lavigerie, et finalement, il fallait que Lavigerie trouve le moment opportun. Et le moment opportun, effectivement, c'est l'escadre. Il reçoit la marine française. Il savait parfaitement ce qu'il faisait, et en s'adressant à des officiers monarchistes, il savait qu'il allait créer
enfin, on va dire qu'il allait lancer une bombe. Ah bah oui, il allait lancer une bombe, oui. et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir en fait le texte du toast. On a plusieurs versions, mais surtout en fait le toast est assez long. On ne retient que la fin pratiquement. C'est au moment, enfin, tout ce que l'honneur nous oblige à conserver, mais il faut accepter cette forme de gouvernement que le pays s'est donné. Il ne dit pas le mot République, mais tout le monde comprend. Oui. Mais il évoque nos hontes récentes. Il est dans son toast, il parle de ce sujet-là. Il a des monarchistes en face de lui. Lui est un ancien monarchiste. Ça vise directement l'engagement de certains monarchistes dans la cause de Boulanger. Et ce qui entraîne la furie des monarchistes derrière. Il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait. Et après, il tente de justifier en disant, en fait, finalement, le pape m'avait demandé d'eux. Est-ce qu'il allait trop loin ou non? Mais c'est vrai que c'est cet intermède, on va dire. Mais c'est très dur. Enfin, l'un des principaux opposants, le journaliste Paul de Cassagnac, va dire carrément, c'est un discours à prévoir. Donc, vous donnez un peu le ton de la polémique qui va se développer. Alors, ce que vous disiez sur le général Boulanger, c'est important, nos auditeurs le savent peut-être pas, mais la crise du boulangisme, c'est une tentative de prise de pouvoir de la part, en fait, d'une sorte de dictature militaire un peu à la Napoléon, de manière très schématique, mais qui a été portée par la droite contre la République. Oui, et elle est un échec. Donc il y a l'échec de la Restauration, il y a l'échec du boulangisme, et c'est alors qu'arrive donc la fameuse encyclique 1892 au milieu des sollicitudes. Alors c'est un texte qui est rédigé en français. Pourquoi tout d'abord Léon XIII le rédige uniquement en français? Parce que ça ne concerne tout simplement les Français, alors que les encycliques sont rédigées en latin? Alors généralement, effectivement, les encycliques sont rédigées en latin. Visiblement, c'est un élément important pour lui parce qu'il revient sur la question de la rédaction de l'encyclique en français quand il publie en 1899 une autre encyclique destinée au clergé français, Depuis le jour. Il explique la série de textes qu'il a pu publier envers la France. Il a déjà commencé en 1884, Nobilissima Gallorum Gens, et donc il écrit vraiment cette encyclique vraiment pour montrer son souci de la France, que c'est vraiment destiné. Mais ce qui est important dans le texte, avant que on va sans doute voir le contenu, mais c'est que c'est destiné aux catholiques français, mais pas seulement. Il le dit dans le texte lui-même, c'est destiné à tous les hommes de bonne volonté qui ont souci de la sauvegarde de la société et de la paix dans la société. Mais quand même en France. C'est-à-dire que c'est bien un texte français pour les Français. C'est un texte français pour les Français. Pour une comparaison avec une très grande encyclique de Léon XIII, par ailleurs, un an plus tôt, Rerum Novarum, sur la condition des ouvriers, elle est en latin, parce qu'elle concerne aussi bien les catholiques allemands ou d'autres, vous voyez. Alors que là, on est vraiment devant une situation politique française particulièrement emberlificotée. Donc, c'est celle-là qu'il faut résoudre. Et effectivement, ça s'adresse aussi aux gens qui, de bonne volonté, en France, pourraient rentrer dans la logique du pape. Alors, que dit exactement ce texte, Martin Dumont? Alors, l'encyclique est longue. Donc, il faut vraiment la lire de manière très... J'incite souvent en fait les étudiants ou ceux qui travaillent sur les textes à prendre leur stylo et à annoter le texte. L'élément en fait, je crois fondamental du texte, l'élément central, en fait, c'est le souci du pape et qu'il met en avant, c'est le risque socialiste, le risque d'anarchie et de destruction de la société, l'éloignement de la religion toujours plus important, voilà, mais surtout il va en fait en avant d'opposition qu'on pourrait lui faire, en tout cas comme saint Thomas, cette contra, c'est en fait, on pourrait objecter que la République en France n'est pas une forme de gouvernement comme une autre, il y a une législation qui existe. Et ce que Léon XIII met en avant, c'est qu'il faut distinguer entre forme de gouvernement, entre constitution et législation. Il dit, en fait, il peut y avoir
partout, et ce qui était d'ailleurs arrivé en France, hein, sous la monarchie, certaines congrégations religieuses n'ont pas forcément non plus été bien traitées, mais ce que Léon XIII souligne et veut mettre en avant, c'est qu'il y a péril en la demeure. En fait. En fait, il soutient une république bourgeoise à l'Adolphe Thiers contre les anciens communards. C'est un raccourci que vous acceptez de ma part? C'est-à-dire qu'en fait, il y a de ça. Alors, il y a d'abord l'idée qui vient d'être dite à l'instant, c'est que les adversaires du ralliement disaient la République, ce n'est pas un régime, c'est une doctrine. Et une doctrine anti-religieuse, et anti-catholique en particulier. Donc Léon XIII dit non, c'est un régime, et on peut s'inscrire dans ce régime, essayer d'y peser, d'y influer par les élections, etc. Et deuxièmement, en effet, qu'est-ce que c'est que le ralliement? Au fond, c'est une alliance clérico-modérée contre le danger socialiste. Les cléricaux rejoignent les républicains qu'on disait opportunistes, qui s'appellent progressistes désormais, dans une sorte d'alliance des modérés, parce que les socialistes commencent à marquer des points aux élections législatives. Et alors, est-ce que les catholiques français font justement la distinction que vous soulignez, à savoir, que souligne l'encyclique, qu'il faut faire une distinction entre le régime en lui-même et les lois qui peuvent être votées par ce régime? Est-ce que cette subtilité, et on la comprend, hein, est acceptée par les catholiques? Et comment, au fond, les catholiques français réagissent à cette encyclique? Il y a un peu une explosion du paysage. Hein. C'est-à-dire que bon, il y a des gens qui étaient déjà républicains. Bon, le père Didon, il était républicain, il est très content de voir le ralliement, mais voilà, il pousse évidemment, mais il y était déjà. Il y a des gens qui étaient monarchistes et qui vont se rallier par obéissance. L'exemple le plus connu, c'est le comte Albert Demain, qui avait fondé les cercles catholiques d'ouvriers, qui était élu comme monarchiste dans le Morbihan depuis des années. Il est battu, parce qu'il se rallie, il est battu. Et il ne sera réélu que dans le Finistère par des électeurs qui, eux, sont ralliés. Donc il y a des gens qui ont obéi, et puis d'autres qui sont restés hostiles, résolument au ralliement, et qu'on va retrouver souvent ensuite, quelques années plus tard, dans l'Action française, par exemple. Et puis il y a aussi ceux qui se sont purement et simplement retirés du champ politique, estimant que le pape les mettait dans l'impossibilité d'agir en tant que catholiques sur le terrain politique. Donc c'est une explosion. C'est ceux qui effectivement se sont engagés beaucoup dans les comités catholiques. Je pense par exemple à Lucien Brun. Lucien Brun, évidemment monarchiste, lyonnais. Donc c'est tout le milieu lyonnais qui effectivement est frappé de plein fouet. Il y a aussi la question sociale en fait qui entre aussi en compte. On est vraiment effectivement en fait. On ne peut pas considérer le catholicisme français comme étant un bloc. C'est ça qui est important, je crois, à percevoir et qui explique aussi les divisions. C'est qu'en 1891, le pape publie cette encyclique sur la question sociale, qui est déjà plus ou moins bien reçue. Et un an plus tard, il y a cette encyclique sur la République. Donc on a aussi des catholiques sociaux ralliés, des catholiques sociaux non ralliés, et des catholiques ralliés non sociaux. Donc on est vraiment dans un schéma complexe. Mais oui, le catholicisme était déjà divisé en France. Après, ce qu'il faut bien percevoir, c'est que ça ne se traduit pas en termes de vote. C'est-à-dire que les ralliés vont se faire laminer. Il faut dire qu'il y a quand même un personnage emblématique, c'est Jacques Piou. Jacques Piou venant de l'orléanisme, catholique pour le coup, bourgeois, vraiment grosse fortune, et qui tout à coup dit, en fait, moi j'accepte la République. Alors lui, il est déjà passé à tenter, en quelque sorte, un mouvement tournant à la Chambre en disant en fait ça serait une bonne chose que les conservateurs passent à la République, puisqu'en fait tout le monde semble de plus en plus accepter cette forme de gouvernement. Jacques Piou est battu. Jacques Piou est battu, c'est celui sur qui le Saint-Siège s'appuie pour sa politique en France, et Jacques Piou est battu. Et il est battu précisément parce que certains en face se disent tenez, vous avez vu quel est votre parcours, vous étiez orléaniste, vous avez plus ou moins soutenu Boulanger, puis avant vous étiez plutôt proche des monarchistes, et maintenant vous dites je suis républicain. Mais on a des cas alors spectaculaires dans l'autre sens. Je parlais du Finistère, le Nord Finistère, le Léon, va élire des abbés démocrates. L'abbé Guéraud est élu contre un candidat monarchiste,
grâce à l'appui du clergé, qui est un clergé alors totalement dans l'esprit du ralliement. Et donc là, on voit comment, à partir de l'encyclique de Léon XIII, dans cette région très cléricale, le vote inspiré par les presbytères va l'emporter sur celui inspiré par les châteaux. Ce qui n'est pas vrai dans le Morbihan, ce qui n'est pas vrai en Mayenne. Vous voyez, donc il va y avoir une démocratie cléricale qui va sortir du ralliement. Alors, je voulais revenir quand même sur l'esprit de Léon XIII. C'est-à-dire que vous évoquiez sa stratégie. C'est une stratégie, vous dites, Martin, c'est une stratégie à la fois politique et doctrinale. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, qu'il reste totalement intransigeant, dans la même ligne que Pie IX, dans la même ligne que Pie X aussi. Ça, je crois qu'il faut du futur Pie X, lui succède en 1903. Parce qu'en fait, il y a en fait, quand on travaille sur cette période, quelque chose qui me frappe en fait beaucoup, c'est cette idée que Léon XIII, mais des deux côtés en fait, certains pour dire Léon XIII, il faut le condamner, il a trahi l'Église. Avant, il y avait Pie IX, il a trahi le combat mené par Pie IX, et heureusement ensuite est arrivé Pie X qui a sauvé l'Église. Et inversement, certains voient dans Léon XIII un grand pape, ce qu'il fut objectivement. C'est un très grand pape pour qui j'ai beaucoup d'affection. Un des plus longs règnes de l'histoire. Un des plus longs règnes, et avec Pie IX, qui a aussi un très long règne. Et en fait, il y a au niveau de la doctrine, il y a pas un papier à cigarette. Oui, mais alors... de différence. Après, c'est sur la stratégie qui est menée, c'est-à-dire l'idée aussi de Léon XIII, c'est on a en quelque sorte un obstacle qui est, c'est les monarchistes qui captent à leur profit en quelque sorte le combat pour la religion, et si les républicains sont opposés et surtout si le peuple, c'est ça aussi que disait Ferrata, c'est qu'en France, le peuple comprend de moins en moins cet engagement en fait de l'Église et ce lien comme intrinsèque entre l'Église et la monarchie. Et ce que Léon XIII veut aussi et espère, c'est sa stratégie, c'est absolument pas de dire les républicains tels qu'ils sont au pouvoir sont des personnes formidables, c'est aussi pour ça qu'il lance cet appel dans son encyclique aux hommes de bonne volonté. L'idée, c'est d'arriver à une majorité modérée qui va revenir à terme sur les lois qui touchent les catholiques. C'est absolument pas dire la République telle qu'elle existe là, concrètement, est formidable. C'est pour ça que je dis qu'il faut lire attentivement les textes. Il veut aboutir à une majorité modérée. Et dire, en fait, finalement, le peuple français, est d'accord, enfin, accepte la République et donc forme de gouvernement. Après, sur le programme qui doit être défendu, et c'est ce qui fera aussi toute la difficulté du ralliement à être mis en pratique. Alors, quel était le programme que vous voulez? Non, mais je veux dire qu'effectivement, l'idée, c'est d'arriver à trouver une conciliation sur des problèmes irritants depuis très longtemps, et en particulier le problème des congrégations. C'est le poil à gratter dans toute cette affaire-là. Arriver par un rapprochement avec la République, parce qu'en face, il y a quand même des gens qui sont prêts à saisir la main tendue, si j'ose dire. Oui. Eugène Spuller parle de l'esprit nouveau qui doit régner dans la République, donc une certaine conciliation avec l'Église. Et l'espoir de Léon XIII, c'est qu'on arrive à progresser sur le terrain des congrégations non autorisées. Arriver enfin à solutionner cette question qui est pendante depuis la Révolution, si on peut dire. Et puis sauver le concordat. Parce qu'il faut rappeler qu'effectivement... On est sous régime concordataire. Alors, on est sur le régime concordataire, et le concordat, c'est quand même aussi c'est l'argent, enfin, c'est le budget des cultes. Donc, on ne peut pas non plus se dire qu'on peut se passer du concordat aussi simplement que ça. Est-ce que le texte est reçu positivement par les républicains ? Par les autorités politiques? Par certains. Par certains. Spuller, effectivement. Voilà, Spuller, des modérés. Situation nouvelle. Par les modérés. Oui, qui voient une précieuse alliance, encore une fois, contre le danger socialiste. Après, il y en a d'autres, chez les républicains, qui disent, en fait, qui parlent, on va commencer pour certains à parler de rallier, parce qu'on va commencer à parler de ralliement, mais d'autres emploient l'expression, c'est au moment des élections de 1893, ils parlent de résigner.
Et en fait, c'est tout aussi l'ambiguïté de la réception du texte parmi les républicains. En fait, certains disent, en fait, il vous a fallu le temps. Ça fait en quelque sorte 20 ans que vous nous dites que la République c'est épouvantable et que vous n'en voulez pas. Et là, tout à coup, du jour au lendemain, en fait, vous dites que vous acceptez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire accepter la République? En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir 1893, les premières élections législatives post-encyclique, et justement comment les républicains, les moins modérés, et encore certains des modérés aussi, insistent en disant finalement, est-ce que vous acceptez les lois laïques? Est-ce que vous acceptez telle loi ou non? Si vous acceptez, on peut travailler ensemble. Si vous acceptez pas, c'est tant pis pour vous. Je voudrais, puisqu'il reste 7 minutes, et j'ai encore 3 questions, est-ce que le ralliement a été un acte politique, voire géopolitique, pour permettre au pape de retrouver ses États? Parce que le pape est prisonnier au Vatican, il est en lutte avec la couronne italienne pour retrouver ses États. Est-ce que c'était aussi un moyen, en quelque sorte, de faire alliance avec la France afin de pouvoir contrer l'influence italienne en Europe? Moi, je n'ai pas l'impression. C'est la thèse de Roberto de Mattei, un peu. Oui, moi, je ne suis pas vraiment convaincu que ça soit un élément essentiel. Je pense que les préoccupations du pape sont vraiment la situation et les intérêts de l'Église en France. Oui, c'est la pacification religieuse. C'est la pacification religieuse en France. En fait, toutes les encycliques, tout ce qui va venir après, et c'est vraiment cet élément-là. C'est la pacification religieuse, la sauvegarde, en fait, c'est pour le bien de la religion. Pour le bien de la religion. Ce qu'il faut quand même aussi voir, c'est qu'effectivement, en revanche, il y a un élément qui est important, c'est-à-dire que Léon XIII ne souhaite absolument pas récupérer les États. Ces États pontificaux, il y a un élément qui peut être mis cependant en avant, c'est l'élément diplomatique. L'élément diplomatique, il faut en fait voir ça avec beaucoup plus de finesse que ceux qui en parlent, mais c'est un vieux débat. Si vous voulez, dès octobre 1892, il y a un article anonyme qui est publié sur la politique de Léon XIII. Il semblerait que l'auteur de l'article soit un diplomate lié à la triple alliance, donc c'est-à-dire l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, pour dire finalement ce que le but qui est recherché, c'est de chercher l'union avec. Donc si vous voulez, c'est des vieilles thèses qui ont déjà été combattues en fait par le Saint-Siège lui-même. En fait, c'est l'idée, le soupçon. Et qu'en fait, ça ressort régulièrement. C'est sorti en 1892. Certains catholiques monarchistes vont mettre ça en avant. D'autres vont aller à l'encontre. Puis ça revient au moment de la crise de l'Action française, de la condamnation de l'Action française. Mais l'idée, c'est de toute façon obtenir une majorité modérée. Et avec une majorité modérée, effectivement, tenter éventuellement d'opposer. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est la liberté de l'Église. Et c'est ça qui est recherché. Ce n'est pas l'idée d'un pouvoir temporel, d'une gloire passagère. C'est la liberté de l'Église et son statut particulier, vraiment son indépendance. Et en fait, ce qui est important à voir, c'est que ce qu'on appelle la loi sur les garanties, 1871, proposée par l'Italie, est une loi. Ce n'est pas un traité international, c'est une loi. Et en fait, le pape, Pie IX puis Léon XIII, considèrent qu'ils n'ont pas à dépendre du bon vouloir d'une monarchie et d'un président du Conseil, éventuellement italien. Alors, il nous reste 4 minutes et c'est un point ô combien important, c'est l'échec au fond du ralliement. Le ralliement semblait porter ses fruits et créer un esprit nouveau, ce que vous disiez tout à l'heure, et une majorité favorable à un apaisement religieux, la paix de l'Église. Cependant, cette dynamique est interrompue par l'affaire Dreyfus. Qu'est-ce qui se passe exactement et pourquoi donc le ralliement a-t-il été un échec? Je crois que c'était assez simple. L'affaire Dreyfus va réintroduire à nouveau le clivage religieux, parce qu'un certain nombre de catholiques vont être violemment anti-Dreyfusards, la congrégation des assomptionnistes en tête, si je peux dire. Et donc, il va y avoir là une nouvelle coupure et le bloc des gauches va se former autour de Dreyfus. Et donc, on aura à nouveau le ciment anticlérical qui va jouer depuis 1898 jusqu'en 1905-6 et après. Et donc, on est vraiment sur l'affaire Dreyfus et l'élément qui met fin définitivement au ralliement. Martin Dumont? Oui, c'est en fait
Pardon, mais les fautifs directement, c'est les assomptionnistes et la Croix. C'est-à-dire qu'il y a les élections en 1898. Ne demandez pas pardon. Non, mais c'est un élément qui est quand même qu'on oublie trop souvent. Mais en fait, ceux qui en sont à la source de l'échec du ralliement, c'est effectivement l'engagement très très fort des assomptionnistes et donc du journal La Croix. D'autres aussi, quand même. Dans la campagne, oui, absolument. Mais dans la campagne électorale en fait de 1898, où en fait le ralliement apparaît comme étant une manœuvre cléricale, ce qui n'était absolument pas. Et donc déjà, aux yeux d'un certain nombre de républicains, certains disent finalement, en fait, ils commencent à se détourner non pas de l'Église, mais en tout cas de ceux qui pourraient les défendre. Et puis, finalement, la victoire du bloc des gauches, enfin le gouvernement de défense républicaine, s'engage contre les congrégations. Et au premier chef contre les assomptionnistes, puis après en fait c'est la loi de 1901, les expulsions, parce qu'en fait les assomptionnistes avec des comités électoraux répandus dans toute la France ont montré qu'ils étaient extrêmement puissants, beaucoup plus puissants que ce qu'on imaginait, et les républicains disent c'est l'offensive, dans le cadre de l'affaire Dreyfus, c'est l'offensive contre, en fait, c'est l'anticléricalisme qui est de retour. Voilà. Donc ce n'est pas en quelque sorte Léon XIII qui est le responsable de cette évolution, finalement, c'est l'affaire Non, Dreyfus. non, ça aurait pu marcher. Ça aurait pu marcher. On a un gouvernement modéré, Jules Méline, où ça se passe plutôt bien, une certaine ouverture en direction des catholiques. Ça aurait pu marcher. En tout cas, oui. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. J'avais bien d'autres questions sur un sujet ô combien complexe, mais qui est extrêmement intéressant et qui montre aussi les tensions entre, au fond, le dogme et le pragmatisme politique. Je cite vos ouvrages. Martin Dumont, La France dans la pensée des papes. Vous allez jusqu'au pape François, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Donc aux éditions du Cerf, chez Honoré Champion, pour en savoir davantage sur le ralliement, le Saint-Siège et l'organisation des catholiques français au lendemain du ralliement, 1890-1902. Donc vraiment, c'est la somme définitive sur le sujet, si vous voulez tout savoir sur cet épisode essentiel de l'histoire contemporaine du catholicisme français. Il faut acheter cet ouvrage qui est le fruit de votre thèse. La puissance et l'effacement, destin du catholicisme breton, Yvon Tranvouès, paru aux presses universitaires de Rennes. Je le dis toujours, les presses universitaires de Rennes font un travail absolument remarquable d'édition de l'histoire du catholicisme français. Et puis, il n'est pas connu et il a été ressorti au fond des méandres de l'histoire, le Père Didon, plus vite, plus haut, plus fort, le Père Didon, inspirateur des Jeux Olympiques, paru aux éditions du Cerf. C'est un ouvrage essentiel pour comprendre aussi, au fond, ce qu'a été le 19e siècle français. Nous le disions en dehors du micro, hein, c'est un personnage qui connaissait tout Paris, qui côtoyait Flaubert, etc. Et un personnage assez fascinant et qui était ami de Pierre de Coubertin. Le ralliement par le sport. Le ralliement par le sport. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, chers auditeurs, pour votre fidélité. Nous avons évoqué l'émission enregistrée avec Yves Chiron. Nous avons aussi, avec Martin, enregistré plusieurs autres émissions. N'hésitez pas à vous rendre sur ktotv.com et si vous êtes amoureux de l'histoire, chez notre partenaire Storia Voce, sur YouTube principalement. La chaîne diffuse maintenant absolument quasiment tout sur YouTube. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de votre émission Au risque de l'histoire.